même un rapport continuellement. Voilà, oui, c'était notre mode de fonctionnement il y a 20 ans. On avait des grandes surfaces avec, en plus, d'autres services associés. Peut-être, moi, je suis un peu plus âgé que vous, mais je me souviens que du flunch, d'accord? Ou encore, à un moment donné, tout ce qui est flunch, pizza pie, un certain nombre d'enseignes appartiennent à Auchan. Tout regroupé, même Decathlon appartient à Auchan. Tout regroupé sur des grandes surfaces où on y passait l'après-midi. Et voilà, alors ça répond encore aujourd'hui à un certain besoin. Ça répond encore aujourd'hui à un certain besoin, mais dans tous les cas, ça ne répondait plus aux besoins de proximité d'une population en ville, d'accord. Alors, dans les zones rurales, mais aussi une population en ville. C'est-à-dire que, alors moi je suis ici à Lille, alors c'est Lyon, donc vous ne connaissez pas trop Lille, enfin peut-être que vous connaissez, mais à Lille, à 100 mètres, même pas, parce que c'est juste à côté, à 20 mètres de l'établissement où nous sommes, il y a un Carrefour City. Un peu plus loin, il y a une autre enseigne, je ne sais plus, ça doit être Monoprix ou quelque chose comme ça. Mais on a de nouveau des commerces qui sont issus des grandes enseignes, qui s'installent de façon beaucoup plus réduite en ville. Et donc, Auchan, vous ne voyez pas ça. Auchan a raté aussi ce mouvement, parce qu'après, il faut trouver des locaux, etc., et s'implanter. S'il y a déjà un Carrefour, on ne va pas mettre un Auchan juste à côté. Donc, Auchan a raté ça. Intermarché l'a réussi, et Intermarché l'a réussi aussi via d'autres enseignes de bricolage. On commence à avoir des petits magasins de bricolage qui arrivent en centre-ville. Donc on voit ici que Auchan a raté cette problématique d'abord de se rapprocher des centres-villes et de se rapprocher des gens. Auchan a raté la problématique du numérique parce qu'aujourd'hui, les sites Carrefour, Intermarché sont mieux faits. Sont mieux faits. La vente à emporter, par exemple, vous faites vos commandes sur Internet, hop, dans le chariot, vous ouvrez votre coffre et quelqu'un de la mettre ses affaires. Auchan l'a mis en place, mais ils ont raté. Globalement, ils ont raté ce truc. Et ils savent qu'aujourd'hui, ça, c'est l'avenir. Dans 10 ans, les très grands centres commerciaux, il n'y en aura que plus beaucoup. Soit on fera du click and collect, ou comment ça s'appelle ça quand on fait vos courses sur Internet, du drive, voilà. Ou de la livraison. Quand je pense que le futur de la grande distribution, c'est d'avoir un service de livraison. Alors, parce qu'aujourd'hui, ça existe déjà, mais ça n'est pas hyper développé. Enfin, bon, voilà, ça, c'est mon idée. Donc, mais Auchan a raté tout ça. Donc, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter, et ça passe obligatoirement, pour eux, par une restructuration du personnel, là, aujourd'hui. En prévision, dans 5 ans, d'avoir rattrapé le retard qu'ils ont pris sur la problématique du numérique, sur l'implantation dans de petites surfaces dans les centres-villes, etc., etc. Donc, ici, malheureusement, on est dans le cadre d'une situation qui n'est pas sur du recrutement ou de la formation du personnel, mais plutôt dans le cadre ici de licenciements. Licenciements qui seront ici économiques, c'est simplement pour que l'entreprise puisse s'adapter à des besoins futurs. Alors, tout ça, évidemment, ça se gère. Donc, je vous disais, hein, le plan d'action qui vise à adapter nos employés aux besoins futurs, besoins qui sont déterminés par l'environnement économique et technologique de la société, mais par aussi sa propre stratégie. Ces plans d'action passent par du recrutement, passent par, malheureusement, de temps en temps, du licenciement, passent par aussi, à l'interne, la progression des salariés, par un changement de poste qui s'accompagne souvent d'un changement de rémunération, et surtout aussi par la gestion des carrières des employés qui ont une carrière longue dans l'entreprise, qui se retrouvent de moins en moins. Mais pour une entreprise, c'est plutôt pas mal d'avoir un salarié qui est rentré à 20 ans et qui ressort à 60 ans. Pourquoi? Parce que ce salarié a connaît l'entreprise. Alors, on peut en même temps
Antoine dit, après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir les mentalités par rapport à ce que vous dites, même pas forcément dans le milieu de la discussion. Certaines personnes sont réfractaires à cette innovation et privilégient le contact humain. On voit ça notamment dans tout ce qui est numérisé et digitalisé. Oui, bébé, bien sûr. Bien sûr que tout le monde n'adhère pas au tout numérique. D'accord. Tout le monde, de toute façon, est réfractaire au changement. Ça, c'est une évidence. Et que vous soyez le plus ouvert, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans notre ordinateur, qui est, pour la majeure, je ne suis pas plus bas, évidemment, qui est géré par Windows, on a l'habitude de travailler avec un certain environnement. Moi-même, qui travaille tous les jours, de par mon métier, de par voilà, nos vidéos, de tralala, sur un PC équipé d'un Windows, et avec un environnement Windows, vous me mettez sur un Mac, qui a certainement des fois peut-être plus de performance que mon Windows, je suis perdu. Et je ne veux pas, parce que j'ai mes habitudes, j'ai ma façon de travailler. Et même si on me propose un changement qui va me donner plus d'avantages, je vais être réfractaire à ce changement. Et on le voit en entreprise, mais alors de façon, il y a vraiment tout un pan de l'étude en RH qui permet aux gens qui vraiment s'occupent de cette problématique, du changement en entreprise, d'aider ceux qui sont réfractaires, de trouver des techniques pour accompagner ceux qui sont réfractaires au changement, à leur dire, voilà, oui, bien sûr, ce n'est pas forcément les personnes âgées, et mettez-vous un jour, vous vous retrouverez dans une situation, je suis sûr, professionnelle, où vous êtes peut-être déjà, ouais, je n'estime pas être une personne âgée, et pourtant je suis réfractaire à ce changement quand je prends l'exemple de mon ordinateur. Et pour intervenir souvent en entreprise, dès qu'on propose un changement en entreprise, obligatoirement, on va nous dire oui, mais aujourd'hui ça marche, pourquoi on devrait changer? Parce que ça ne va pas marcher, mieux encore. Mieux encore. Et pour accompagner et pour aider les gens à faire le pas et à sauter voilà, cette opposition qu'ils vont avoir, c'est de les faire participer au changement. C'est de les rendre acteurs du changement en leur démontrant par A plus B que les bénéfices seront supérieurs aux contraintes qu'ils risquent de rencontrer parce qu'ils vont changer d'environnement de travail ou ils vont changer de poste. Et donc, concernant le numérique, aujourd'hui, il y a 20 ans, on avait tout. Enfin, il y a 20 ans, oui, il y a 20 ans, on ne savait pas du tout si on nous avait dit qu'on pourrait se parler comme ça en visio à travers juste un petit iPad de rien du tout. J'aurais dit, vous êtes fous ou pas? D'accord. Donc, la problématique de la digitalisation, et j'ai eu une réflexion il n'y a pas très longtemps avec un autre enseignant concernant la digitalisation. Quelqu'un me dit, aujourd'hui, ça donne moins de relations. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. La digitalisation donne plus de relations. Vous avez aujourd'hui beaucoup plus d'amis. Alors certes, ils seront certains virtuels, mais vous avez beaucoup plus d'amis aujourd'hui que vous n'en auriez si on n'avait pas les réseaux sociaux, la digitalisation, les ordinateurs, Internet. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer un email, un message vocal ou un message plus l'ensemble des réseaux sociaux. Donc on a beaucoup plus de relations aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup moins de contacts, je dirais contacts réels et physiques, mais on a beaucoup plus de relations. Ça, l'impact social énorme, oui, c'est un changement. Le mode de relation et notre mode de consommation aussi change. Et puisqu'on est un peu plus sur la partie économique, un peu moins la partie sociale, je dirais. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Attention, il n'y a pas de... Je ne vous donne pas, je ne vous dis pas, c'est comme ça qu'il faut penser. D'accord. Je vous dis, ça appelle à réflexion. Moi, ma réflexion est celle-ci. C'est de dire, voilà, le digital ne coupe pas les gens. Bien au contraire.
contre, il y a d'autres effets négatifs, ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est aussi, il faudra peut-être repenser nos relations, et on est en train de le faire en ce moment. On est en train de le faire, et c'est là où on voit aussi ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là vous êtes 22 participants, j'ai des relations avec 22 personnes. S'il n'y avait pas eu ce système-là, avec la crise Covid, j'aurais eu des relations avec aucune personne. D'accord ? Mais on voit aussi qu'on a besoin. On a besoin d'autre chose que juste d'échanger des messages ici. On a besoin de ressentir de l'émotion. Et ça, comment vous le traduisez d'un point de vue de la consommation? Alors certes, la consommation sur Internet a explosé, en plus avec la crise Covid, et le phénomène de digitalisation, et c'est là, c'est quand on est confronté à une situation qu'on s'aperçoit de nos carences. On s'est aperçu que la France, en termes de digitalisation, mais oui, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Après, je vous dis encore, ma position n'est pas arrêtée. Bien au contraire. Bien au contraire, tout ce que vous pourrez me dire pourra me dire oui, ça vous avez raison. Ben non, ça je pense pas comme vous, parce que ici on est dans quelque chose en plus dont on ne connaît pas encore la fin. Jusqu'où va aller la digitalisation? Jusqu'où ça va aller ce phénomène? Alors, on a la partie consommation. Aujourd'hui, faire un achat sur Internet, ça ne pose plus aucun problème et ça ne posera encore moins de problèmes parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont aperçues avec la crise Covid qui dure depuis un an qu'elles étaient à la rue dans ce domaine-là, pour Auchan dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord? Et que, obligatoirement, il va falloir recruter des informaticiens parce que si je veux digitaliser mon activité, il va bien falloir à un moment donné que, si je ne suis pas capable de le faire moi-même, il va bien falloir que je recrute des personnes qui le fassent. On va avoir, pour cette modification des modes de consommation, va obligatoirement modifier aussi les entreprises. En fait, la télévision peut être générale, bien peut ressembler à un épisode de Black Mirror où l'humain se perd dans la technologie. Alors j'ai entendu parler, puisque il y a une enseignante qui étudie beaucoup, qui est en psychologie et qui actuellement fait une thèse justement sur les effets du numérique. Et elle m'a justement parlé de cette série Black Mirror que je ne connais pas. Elle m'a dit qu'il fallait absolument que je la regarde parce que ça pouvait être super intéressant. Mais je ne la connais pas. Je pense que sur ça, elle pourrait avoir des échanges avec vous qui seraient beaucoup plus intéressants que ce que je peux vous proposer. Ce n'est pas forcément mon domaine de prédiction, mais dans tous les cas, on peut toujours en discuter, avoir des réflexions autour de ça. Alors, si on veut se concentrer un petit peu sur plus l'aspect un peu moins social, parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais plus sur l'aspect économique. Et donc, je vous disais qu'aujourd'hui, nombre d'entreprises, 80% des entreprises, 80% des commerçants, n'avaient pas eu l'idée de digitaliser leur activité. Et aujourd'hui, force est de constater que c'était nécessaire, c'était une obligation aujourd'hui si on voulait survivre. Mais combien de restaurateurs ne faisaient pas de vente remportée? Aujourd'hui, alors, soit ils ont encore le système par téléphone, mais beaucoup de restaurateurs, vous pouvez faire des commandes directement sur Internet. Et ça, c'est né d'une obligation à cause de notre situation sanitaire actuelle. Mais vous verrez que ça va durer et on a pris le pli. Alors, certes, il restera toujours parce qu'on a ce besoin d'avoir un vendeur en face de soi qui nous explique que la voiture a fait comme ça, d'accord, et que ce système-là, il a encore des limites, mais il va progresser. Demain, je suis persuadé, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, qu'il n'y aura pratiquement plus de magasins physiques. Il n'y aura plus de magasins physiques. Regardez le développement d'Amazon. Une des entreprises qui est aujourd'hui la plus florissante. Il n'y aura pratiquement plus de magasins physiques. Tout sera livré à domicile ou à prendre dans des points de retrait. On trouve aujourd'hui, j'ai trouvé ça alors, génial et aussi un peu flippant, on trouve des distributeurs de légumes. Des distributeurs de légumes. Et je vous promets que j'habite dans un village, il y a 3000 habitants. Et bien, la ferme,
d'un côté, ami, il y a un distributeur de légumes, donc à toute heure du jour et de la nuit. Donc vous répondez à quoi comme besoin? Enfin, vous répondez à la personne qui a des horaires, par exemple, qui ne lui permettent pas d'aller au magasin. Vous répondez à la personne qui a envie d'un truc le dimanche, mais les magasins sont fermés, donc elle peut quand même aller se servir. Il y en a toujours, les distributeurs sont réachalandés à chaque fois. Donc on répond à plein de besoins. Alors on ne répond pas aux besoins, effectivement, du rapport humain. Mais ce n'est pas forcément le but de la consommation. Non, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, dans l'idée ici de notre gestion des compétences, c'est de dire, voilà, il va falloir obligatoirement s'adapter à ce que notre futur sera. Et notre futur, c'est l'environnement et notre stratégie. Qu'est-ce que l'on veut? Notre stratégie, elle est aussi guidée par l'environnement. Quand on parle de digitalisation, ici, c'est bien l'environnement actuel qui nous dit, voilà, demain, on a besoin d'avoir aussi notre activité sur Internet. Ces plans d'action passent aussi, et on en avait discuté de notre dernier chapitre, ce plan d'action de gestion des compétences de mon personnel et de mes besoins futurs passe par la formation. Donc, deux possibilités pour l'entreprise. Soit elle se sert de la formation extérieure, c'est-à-dire que je vais recruter des gens dont je vais avoir besoin des connaissances par rapport à la formation. Ou soit, comme on l'a dit tout à l'heure, mon personnel, je vais l'envoyer en formation pour pouvoir adapter leurs compétences, leur niveau à mes besoins futurs. Alors aujourd'hui, on ne fait pas encore comme ça. On fait plutôt à mes besoins actuels. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça, donc j'envoie une personne en formation. Mais on ne réfléchit pas, je trouve que les entreprises ne réfléchissent pas assez en disant demain, je vais avoir besoin de ça, donc j'envoie mon personnel dès aujourd'hui en formation pour être prêt demain. Ou bien d'autres entreprises font de l'information à l'interne. C'est-à-dire qu'on va former notre personnel à nos besoins en interne. Comme ça permet d'avoir beaucoup plus de réactivité dans l'offre et la demande de formation. Ça permet d'avoir du personnel qui est formé tel que l'on veut. Et je vais vous prendre un exemple, c'est Orange, alors anciennement France Télécom, c'est resté toujours France Télécom, qui a sa propre école ici sur l'île, d'accord, à Villeneuve d'Ascq exactement. Alors, je suis sûr qu'il en existe d'autres ailleurs avec d'autres entreprises, d'accord, mais qui a sa propre université, enfin sa propre école, où elle forme des ingénieurs, bien sûr, en télécommunication. Et en plus, c'est relativement prisé, parce qu'obligatoirement, vous sortez de cette école, vous rentrez chez Orange ou ex-France Télécom, d'accord. Et c'est quelque chose, d'abord, qui a un niveau de technicité et de compétences relativement important. Ils ont réussi à faire valider en plus les diplômes qu'ils décernent comme des titres d'ingénieur. Donc après, ça peut être monnayable ailleurs. Mais dans ce cadre-là, par exemple, il y a des clauses de dépit de formation qui sont intégrées au contrat. On va revenir après, je vais juste voir la question ou la réflexion que Guillaume faisait, elle est intervenue entre-temps. Alors, en fait, elle peut être géniale, d'accord, mais même si on pense au côté purement commercial de cette digitalisation qui est absolument géniale, on ne peut pas nier l'impact social avec énormément de traçage sur les personnes, avec une collecte de données de plus en plus précise. En fait, l'humain lui-même devient le produit de ces données. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, on a un peu de temps aujourd'hui sur ce chapitre-là. Je prends juste quelques minutes pour rebondir sur ce que vous disiez, Guillaume, qui est tout à fait juste. Aujourd'hui, le marché de la donnée numérique, c'est un véritable marché. Non, mais c'est pas du tout un souci, Guillaume. Il y a des chapitres comme ça qui permettent d'échanger, et je trouve que c'est bien parce que plutôt que ce soit moi qui vous débite le cours et qui fasse le TP, comme on a l'habitude de le faire sur beaucoup de chapitres, là on aborde quelques petits chapitres qui nous permettent d'avoir des discussions, et c'est tout aussi intéressant. Donc je rebondis sur ce que vous disiez concernant la donnée numérique.
C'est un véritable marché. Alors, il y a Donald Trump, c'était il y a plus de 4 ans, donc maintenant, puisqu'il s'est fait virer là au mois de novembre, il y a plus de 4 ans, une entreprise anglaise avait racheté des données à Facebook pour les revendre à l'équipe de campagne de Donald Trump, données qui leur ont permis d'envoyer des centaines de milliers de millions de mails à des potentiels électeurs. Donc on voit ici que, et la politique vient s'en mêler, la politique vient s'en mêler, vient se mêler à ces problématiques économiques et commerciales, avec une éthique plutôt très laxiste. Vous, comme moi, vous savez très bien que si vous regardez des paires de chaussures parce que vous avez envie de vous acheter une nouvelle paire de pompes ou de baskets et vous faites quelques recherches sur le site internet, bizarrement, vous allez recevoir des pubs ou sur votre page Facebook, vous allez voir apparaître des pubs de baskets. Bizarrement. Vous dites, bah, tiens, c'est bizarre. Justement, au moment où j'en cherchais, des pubs apparaissent. Des sollicitations commerciales apparaissent. Tout simplement parce que vos données ont été collectées, elles ont servi à un traitement qui a permis de renvoyer sur votre ordinateur via des systèmes de cookies, via des systèmes de publicités qui vous sont envoyés et qui sont censés normalement augmenter l'activité commerciale de ceux qui vous les envoient. Alors, malgré tout, effectivement, tout ça, nous sommes tracés. Nous sommes tracés parce que notre ordinateur a une adresse IP, parce que notre téléphone a un système de géolocalisation. Et on peut se poser la question, comme le dit fort justement Guillaume, de notre vie privée, de notre volonté à être tracé, de ce que vont devenir toutes ces données qui sont collectées par Facebook, par Google, etc. Et s'est posé à un moment donné la question de, voilà, est-ce qu'il ne faut pas légiférer? Alors, l'humain est intervenu à travers la loi. Alors, l'humain est d'abord intervenu il y a très longtemps à travers la loi en France Informatique et Liberté. Et pour les premiers fichiers qui étaient mis en place, etc. Alors, c'était dans les années, je ne sais même pas si c'est pas 71, la loi Informatique et Liberté. Vous imaginez bien que cette loi a pris un petit coup de vieux, d'autant qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous vous connectez, là par exemple, nous utilisons tous une application Google, d'accord, le contenu de nos conversations, votre adresse IP, votre adresse mail que vous avez rentrée, tout ça va être stocké par Google. La preuve en est, c'est qu'en plus, en lançant l'enregistrement de la vidéo, c'est stocké aussi chez Google. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données? Donc, une loi est intervenue, peut-être vous la connaissez, elle date de 2018, elle a pour origine l'Union européenne, elle est normalement à votre programme en première année. Non, personne? Ça fait peur, ça. C'est le RGPD. RGPD, Règlement général de protection des données. C'est un règlement européen qui a été transposé en droit français et applicable en droit français à partir de mai 2018, donc qui est en application. Et d'ailleurs, vous avez sans doute dû le ressentir, puisqu'aujourd'hui, dès que vous vous connectez à un site internet, on vous demande votre accord concernant la problématique d'abord des cookies. Alors, ça a du bon, mais malheureusement, je trouve que c'est dans sa mise en œuvre un peu compliquée, dans le sens où on accepte sans jamais lire. Et pourtant, vous venez de donner l'autorisation au site internet à déposer sur votre ordinateur des petits fichiers qui vont permettre de tracer, de voir votre historique de navigation, etc. C'est quand même une sacrée intrusion dans votre vie privée. Au même titre qu'à chaque fois que vous passez une commande, on vous demande d'accepter les conditions générales qui, eux, vont faire état que vos données vont être gardées, vont peut-être même être commercialement utilisées, revendues, etc. etc. Donc ce RGPD de 2018 a vu encadrer, faire un premier encadrement légal des conditions d'utilisation des données personnelles qui ont été recueillies
sur Internet. Et de ce RGPD sont nés des droits pour les utilisateurs et des obligations pour ceux, bien sûr, qui recueillent les données. Donc vous voyez, voilà, on a pris conscience de cette problématique de toutes ces données que l'on transmet involontairement ou volontairement aux différents opérateurs sur Internet, puisque si on veut faire le point avec notre digitalisation, aujourd'hui, quand vous faites vos courses sur le drive de Carrefour, on connaît exactement toute la liste de vos achats, la fréquence, le lieu, toutes ces données-là, certainement, si vous adorez les yaourts et que vous achetez toutes les semaines 36 pots de yaourt, peut-être que c'est intéressant de vous envoyer dès qu'il y a une promo sur les pots de yaourt. D'accord? Alors vous pouvez me dire, ouais, c'est quand même plutôt pas mal, mais c'est quand même une sacrée intrusion dans la vie privée. Moi, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie que les gens sachent ce que je suis en train de manger, ou ce que je consomme. Mes préférences de consommation, c'est propre, c'est ma vie privée. Donc on voit que ça a quand même ses limites, cette digitalisation concernant la vie privée, et puis notamment la problématique des données personnelles. Donc revenons sur mon RGPD qui fait naître des droits et des obligations. D'abord, c'est d'être informé. Le droit pour le consommateur, pour celui qui va délivrer des informations sur Internet, ça va être celui d'être informé de ce qu'on va faire de ces informations. Ensuite, c'est le droit aussi de s'opposer à ce que ces informations soient conservées, ou à ce qu'elles soient revendues, ou à ce qu'elles soient utilisées à titre commercial. Troisième droit qui est possible, c'est le droit à l'oubli. C'est-à-dire que toutes les informations que j'ai communiquées soient effacées de la toile Internet. Ensuite, c'est le droit à la rectification. Et pour le dernier droit, c'est le droit à la portabilité. Je vous conseille peut-être, si ce sujet vous intéresse, d'aller revoir un peu votre cours de première année sur justement l'environnement et la protection des données numériques personnelles. Outre ces droits, le RGPD est venu aussi imposer des obligations à celui qui détient les données. D'abord, les obligations, c'est d'en assurer la sécurité. Dernièrement, on entend beaucoup de choses liées à la sécurité des données, liées à des piratages informatiques aux États-Unis. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, je crois que ça date d'1 mois, où les données de plus de 100 000 personnes, les données à caractère médical, de plus de 100 000 personnes ont été dérobées dans un laboratoire du nord de la France. Alors, on ne connaît pas le but, etc., mais c'est quand même flippant de savoir que vos analyses médicales, les différentes données qui vous concernent et qui concernent votre santé sont atterries entre les mains de personnes avec des intentions plus ou moins malveillantes. Donc, la personne qui collecte des données a l'obligation d'en assurer la sécurité. C'est une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, mais a quand même cette obligation-là. Et outre cette obligation, elle a aussi l'obligation d'informer toute personne en cas de violation de la sécurité des données. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres obligations, comme l'obligation de ne conserver des données que pour un traitement intéressant pour l'entreprise, pertinent, et de ne pas conserver des données qui ne seraient pas nécessaires au traitement voulu. Prenons un exemple, dans votre entreprise, où vous travaillez, vous avez donné effectivement un certain nombre d'informations concernant votre numéro de sécurité sociale, votre adresse, votre compte en banque, qui sont quand même des données qui sont très 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 personnelles. L'entreprise a obligatoirement besoin de ces données. Pourquoi? Parce qu'il y a un traitement qui est la paye et qui nécessite que vous soyez identifié en termes d'adresse, mais aussi en termes de données bancaires pour qu'on puisse virer votre salaire. Donc on voit que là, les données sont pertinentes au vu du traitement qui est envisagé. Par contre, l'entreprise n'aurait pas le droit de garder d'autres données qui ne seraient pas nécessaires au traitement. Donc on voit, pour rebondir sur ce que vous disiez, Guillaume, qu'effectivement, on s'est quand même rendu compte de la nécessité d'avoir un environnement juridique beaucoup plus ferme concernant la circulation de l'information sur Internet.
Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les sanctions sont relativement importantes. Google, au mois de décembre, a été condamné par la CNIL, donc l'organisme français qui s'occupe justement de cette problématique de protection des données, qui vérifie que les entreprises satisfassent bien à leurs obligations, différentes obligations dont j'ai traité tout à l'heure. Et Google, qui a été accusé d'avoir déposé des cookies sur les ordinateurs d'un certain nombre d'internautes sans en avoir recueilli leur consentement préalablement, a été condamné à 5 millions d'euros, 5 ou 50. A été condamné, j'ai un vieux, je pense que c'est plutôt 50 d'ailleurs, a été condamné à 50 millions d'euros d'amende. Donc on voit que voilà, la pression est là, les amendes sont là, elles tombent. Bon, elles ne sont pas forcément payées tout de suite puisqu'il y a des voies de recours, mais ça peut peut-être nous rassurer quant à cette problématique d'expansion de la digitalisation et la protection des données qui sont fournies dans le cadre d'une commande sur Internet, d'une navigation, etc., etc. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur les données qui sont collectées, qui sont précises et qui circulent effectivement énormément. Le RGPD n'a pas tout réglé, hein. Il devra certainement être adapté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'obligations du RGPD, nées du RGPD, sont difficiles à mettre en œuvre, autant du côté de la personne qui récolte. Par exemple, le RGPD a imposé une majorité numérique pour tous les États européens. Cette majorité numérique permet de s'inscrire notamment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous inscrire sur Facebook, le RGPD a dit qu'il faut au minimum avoir 16 ans. Malgré tout, c'est un règlement européen et tous les pays européens n'ont pas forcément la même appréciation de cette majorité numérique. Et donc l'Europe, la Commission européenne a dit voilà, nous on préconise 16 ans. Mais les États pourront prendre des dispositions différentes pour que ça aille entre 13 et 16 ans. Ça ne pourra jamais être en dessous de 13 ans, la majorité numérique. Donc la possibilité de s'inscrire sur un réseau social sans consentement des parents. La France a décidé de ne pas mettre la majorité numérique à 16 ans, mais à votre avis, aujourd'hui, en France, pour s'inscrire sur Facebook, Twitter, Snapchat et autres réseaux sociaux, quel âge faut-il, à votre avis? Officiellement, non? Non, pas 13 ans, mais il y a il faut 15 ans. D'accord? Pas 18 ans. Alors, il faut 15 ans. C'est ce qu'on appelle la majorité numérique. D'accord? Alors, inutile de vous dire que voilà, alors vous voulez créer un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social. On va vous demander, on va vous dire que voilà, si vous avez moins de 15 ans, vous ne pouvez pas vous inscrire, sauf si vos parents vous accompagnent dans la démarche. Mais évidemment, difficile de contrôler. Très difficile de contrôler. Puisqu'on est dans un univers qui est complètement dématérialisé, on va vous dire quel âge vous allez mettre, peu importe l'âge que vous avez. Il a été démontré de toute façon que, je crois, 4 sur 10 des comptes mis par les jeunes qui ont moins de 16 ans, parce qu'au-dessus de 16 ans, voilà, c'est pas, étaient 40% des comptes étaient tenus par des enfants, enfin des jeunes qui avaient moins de 15 ans, donc qui normalement ne pouvaient pas avoir un compte sans le consentement de leurs parents. Et là, parce que c'est facilement détournable. D'accord? C'est facilement détournable. Donc, bien qu'on ait un encadrement juridique, bien qu'on ait quelque chose qui soit imposé de par la loi, dans l'application de tous les jours, c'est compliqué. Et comment lutter contre ça? On n'a pas encore trouvé le moyen technique aujourd'hui de le faire. Vous avez entendu aussi peut-être parler de ces comptes vous savez, pour être chauffeur-livreur, Deliveroo, Uber Eats, il faut un compte. Et un compte pour lequel on vous demande
un certain nombre de documents, pièces d'identité, relevé de compte, etc. Et aujourd'hui, je crois que c'est sur Paris, il me semble que ça doit être aux environs de 30 à 40% des chauffeurs-livreurs sont des étrangers en situation irrégulière, sans papier. D'accord. On me dit, mais comment ils font? Bah, ils utilisent le compte de quelqu'un d'autre. Il y a des mecs qui créent un compte, qui ont tous les documents, et qui leur disent, bah, toi tu vas aller faire une course, moi j'encaisse l'argent, je te redonnerai 80% de ce qu'il y a, et moi je garde 20%. Donc on voit même qu'il y a un trafic qui se tourne autour de cette problématique d'ouverture de compte complètement dématérialisée ici. Encore une chose que le digital n'a pas résolu. Alors que, a priori, hors digital, ce serait quelque chose qui serait gérable. Donc je pense qu'encore une fois que ce RGPD, ce règlement européen relatif à la protection des données personnelles, va s'améliorer. Voilà, comme toute loi, elle a besoin de se mettre en place et de voir dans l'application est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est prégnant, et ensuite de pouvoir éventuellement l'adapter. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions? Non? Alors vous, dans votre future activité, si on, dans votre future activité, vous serez certainement confronté à ça. D'accord. Alors même si dans le métier de diététicien ou de diététicienne, il y a certainement un besoin de contact, d'accord, vous serez confronté certainement à cette problématique de digitalisation. Demain, si on vous demande de faire une consultation par Internet, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce possible d'abord, techniquement? Je vous pose la question, hein. Est-ce qu'il est possible d'avoir une consultation en matière diététique par Skype, par téléprocessus, par Meet, par Teams? Oui, c'est possible. Est-ce que vous êtes favorable à ce mode d'exercice de votre profession? Eva me dit oui. D'accord. Mais imaginez qu'une personne, alors je ne sais pas trop comment on se prononce votre nom, hein, mademoiselle, mais je vais dire Bouvastan, elle me dit qu'elle n'est pas favorable. Non, mais c'est pas mal tout ce que vous me dites là, pour mieux comprendre et voir ses réactions. Bah, alors, les voir, on- alors là, vous ne mettez pas tous votre caméra, mais vous voyez mes réactions quand je ne suis pas content, quand je souffle, des choses comme ça. Donc vous voyez mes réactions, donc je pense qu'il est possible. Alors, malgré tout, mais vous verrez, hein, je pense qu'on y viendra, hein. Il y a, il y a le langage non verbal, c'est très important, oui, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Alors, moi, je pense que ça pourra être un complément. Ça, non pas une roue de secours, mais un complément. Qu'on aura toujours peut-être besoin, effectivement, d'avoir un contact, surtout dans ce métier-là, hein, qu'on aura toujours besoin d'avoir un contact, mais que, imaginons que la personne soit sur son lieu de travail, qu'elle ait une pause le midi d'une heure et demie, mais qu'elle n'ait pas le temps de faire la route pour venir juste à votre cabinet, et que, vous voyez, ça permet aussi de pallier à un certain nombre de difficultés de la vie courante, hein. Le temps, la route, euh, voilà. Euh, je pense que ça peut pallier à ça, l'urgence aussi. Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir un caractère d'urgence dans la pratique de la diététique, mais aussi toucher plus de monde, toucher du monde qui est plus loin, agrandir votre zone de possibilité d'intervention. Je ne sais pas, ceux plutôt qui ont vocation à suivre des sportifs, euh, peut-être faire le point sur quelqu'un qui est beaucoup plus loin ou qui fait des déplacements parce que c'est un sportif de haut niveau et qui veut avoir un suivi de son alimentation, des possibilités qu'il a et des besoins qu'il a, ça sont possibles. Donc vous voyez qu'à mon avis, ça peut être un complément du métier. Il parle que plus tard on pourrait. Mais c'est déjà possible. C'est déjà possible.
Le robot est piloté. Alors, je l'ai vu, hein. Alors, est-ce que c'était juste une expérience? Alors, c'est pas encore courant aujourd'hui, mais imaginons qu'on ait un chirurgien qui soit spécialisé dans telle partie, mais un truc ultra précis, ultra, ils sont trois dans le monde à savoir le faire. Une personne, on met un robot et le chirurgien est guidé par le robot à distance et l'opération peut se faire en Indonésie ou peu importe à distance. Il est, effectivement, on n'avait pas du tout, et c'est ça, on a été obligé de le faire. Certains, ça a été pour leur survie économique, d'autres pour quelque chose de beaucoup plus personnel. Mais on a été obligé de s'en mettre. Et demain, notre crise Covid, qui j'espère pour la fin de l'année sera terminée, elle aura un impact monstrueux sur pratiquement 90% des métiers. Notre façon, notre économie va changer. J'en suis persuadé. Oui, voilà. Voilà, exactement. Exactement. Un économiste s'est pensé sur cette problématique, Jeremy Rifkin, si un jour vous avez l'occasion de lire son livre qui s'appelle La troisième révolution industrielle, où il prédit, alors aujourd'hui ça a été accéléré à cause de la crise du Covid, mais il prédit cette mutation de notre économie vers une économie beaucoup plus numérique, d'accord? Alors bon, il y a d'autres choses aussi dont il parle, mais une économie beaucoup plus numérique et avec la création de nouveaux métiers. Jamais j'aurais cru dans ma vie faire un cours tel que je le fais aujourd'hui. Alors il me manque des choses, il me manque le contact avec mes étudiants. Et depuis le 1er février, on a retrouvé une partie de nos étudiants sur le campus. Mais par exemple, nous, qui ne nous verrons jamais, qui ne nous aurons jamais vus durant toute cette année scolaire, je pense que l'enseignement est passé, mais le contact avec l'élève, on ne l'a pas. Et c'est en ça où il manque quelque chose. Ça peut être un complément, l'enseignement à distance, je parle de ça puisque ça me concerne, je trouve que ça peut être un complément. Mais ça ne peut pas être la seule façon de faire. On ne peut pas avoir qu'un enseignement à distance comme on le fait actuellement. D'abord parce que je trouve qu'il y a quand même un peu moins d'interaction concernant l'enseignement. Et ensuite parce que je pense que les élèves comme l'enseignant ont besoin de se voir, de se discuter, de poser, d'écrire au tableau, enfin voilà, tout ce qu'on faisait. Mais par contre, d'avoir des petites séances régulières en visio ou à distance, ça peut être un très bon complément. Pour des élèves qui n'auraient pas compris un cours qui pourrait être repris par exemple un soir ou une fois par mois, des redites, des choses comme ça peut être plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, voilà, le tout distance, je ne suis pas persuadé que ce soit le plus performant. Mais il fallait en faire l'expérience. Voilà, alors on a dévié un petit peu de notre sujet initial, mais bon, vous lirez le cours. Hein, s'il y a vraiment des questions sur cette problématique de gestion des compétences et de gestion prévisionnelle, on pourra revenir dessus, mais encore une fois, ce ne sont pas des choses hyper compliquées, d'accord? C'est très facile à comprendre. Voilà, ce principe de dire, voilà, il y a un environnement, l'environnement il peut évoluer, la stratégie peut évoluer, il va falloir que les hommes s'adaptent. Voilà, en résumé, en 2 phrases, ce qu'on peut dire de ce cours. On se retrouve ce soir, d'accord, pour la suite et le dernier cours avant le week-end. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de matinée et on se retrouve ce soir. Ciao.